Bon, le bordel qui s'est passé en Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale est fini. Les communistes ont réussi à libérer presque entièrement la Yougoslavie. À la tête de cette résistance, un certain Tito. Présentons un peu le personnage. Tito est tout d'abord croate slovène, il a réussi à accéder au pouvoir en Yougoslavie grâce au prestige qu'il obtient durant la Seconde Guerre mondiale. Les communistes de Tito sont tellement bien organisés qu'ils deviennent la meilleure résistance au monde, forçant au passage un nombre exorbitant de soldats allemands, italiens sur les terres yougoslaves. Il a réussi à remporter des batailles significatives qui lui permettent, à l'aide de ses nombreux soldats, environ 750 000 à la fin de la guerre, à libérer la Yougoslavie et à rallier la majorité du peuple à l'idéologie communiste. Ce qui facilitera son accession au pouvoir, et il y restera jusqu'à sa mort en 1980. Maintenant que je t'ai expliqué ça, les pleins pouvoirs que Tito a lui permettent de modifier la politique interne. Il établit une fédération yougoslave de 6 entités, un peu comme l'Union soviétique, sauf qu'ici il n'y a pas une entité qui gouverne plus que les autres, comme la Russie dans l'URSS. La fédération marche de telle manière que tous les états fédéraux obéissent à Tito, pour tout ce qui touche à la politique externe, ainsi qu'à la constitution qui gouverne l'ensemble de la fédération. Un peu à la manière de l'Union européenne. Les républiques gèrent leurs lois et économies indépendamment, tant qu'elles respectent la constitution de la fédération. Pendant les années 1950-1960, l'économie était l'une des meilleures en Europe, grâce à sa politique notamment de non-alignés qui lui permettait de vendre ou d'importer que ce soit de l'Est communiste ou de l'Ouest capitaliste. Cependant, les entreprises gérées par l'État étaient gangrénées par la corruption, les mauvaises gestions, l'inefficacité et la mauvaise productivité, qui ont elles aussi fortement gêné la croissance économique, ainsi que diminué les investissements étrangers dans le pays. En 1970, en plus de tous les problèmes internes à l'économie, les crises pétrolières de ces années-là ont énormément affecté cette même économie, étant très dépendante de ce même pétrole. L'économie stagne ou même diminue, faisant ressurgir des sentiments nationalistes dans la partie sud de la Yougoslavie, se plaignant de celle du nord qui a une meilleure économie. Et inversement, les pays du nord se plaignaient des pays du sud qui freinaient le développement économique du pays. Ainsi, l'insatisfaction économique et sociale ont mené le pays dans une profonde crise où les gens du peuple ont commencé à moins faire confiance au gouvernement fédéral et se sont peu à peu tournés vers les gouvernements locaux qui devenaient eux de plus en plus nationalistes. Petite pause sur ce que je raconte, on va remonter dans le temps, mais avant, vous êtes 90% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous sommes en 1690, je te l'ai dit que nous allions un peu revenir en arrière, mais attends, l'Assemblée serbe de Belgrade demande de l'autonomie à l'empereur d'Autriche, qui accepte de les accueillir dans les terres nouvellement libérées, c'est-à-dire la Voïvodine, la Krajina et la Slavonie. Il les exempte de taxes en leur accordant la liberté de culte, judiciaire et éducative. La seule chose à quoi ils devraient obéir, c'est l'ordre de mobilisation de l'empereur. Non seulement cette promesse d'autonomie est alléchante pour les Serbes, mais c'est aussi une bouée de sauvetage, car à cause des différentes révoltes qui avaient lieu en Rassie et au Kosovo, les Serbes avaient peur d'une énième répression de l'Empire ottoman. Au courant de tout ce qui se passait, le patriarche orthodoxe serbe décide de provoquer la plus grande migration serbe, faisant partir rien que du Kosovo environ 40 000 à 200 000 Serbes, ce qui va causer d'autres problèmes par la suite, que les Alliés ont mené à créer plus d'instabilité qu'avant dans la région, donnant aux Albanais dans les régions où ils sont majoritaires une envie de sécession. Revenons à notre histoire de fédération. Tito décide de découper les frontières des différentes républiques. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans ce découpage? Une grande partie des Serbes sont séparés de la Serbie. Autre chose, dans la constitution, il est marqué que chaque république a le droit de faire sécession. Dernière chose, Tito meurt en 1980, laissant derrière lui des problèmes sur la succession au pouvoir, ce qui plonge le pays dans une grave crise politique, en plus de la crise économique déjà existante. Et le communisme est en chute libre dans tous les pays d'Europe, ce qui permet la montée du nationalisme dans les différentes républiques. Et on va pas chercher à savoir qui des Croates, des Slovènes ou des Serbes ont commencé en premier à l'être, c'est comme se demander qui est apparu en premier entre l'œuf et la poule. Chez les Croates, c'est Franjo Tudjman qui a été élu dirigeant de la République socialiste de Croatie. Il passe très clairement pour un nationaliste croate qui prend des mesures pour diminuer chez les Serbes vivant en Croatie l'usage du cyrillique et il leur enlève le statut de minorité. Et les Serbes ont peur, très peur. Vous vous souvenez lorsque je parlais du bordel en début de vidéo qu'il y a eu dans la Seconde Guerre mondiale? Et bah c'est bien maintenant que je vais développer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la Yougoslavie se fait envahir, les Allemands mettent en place un état fantoche de Croatie. Celui-ci est dirigé par Ante Pavelić. Le dirigeant Ustashi met en place énormément de camps de concentration destinés aux Serbes, Roms et Juifs. Le plus connu est celui de Jasenovac, où 700 000 périront des mains des Ustashi. Il est donc tout naturel qu'ils aient peur.
Mais cette peur est appuyée par Slobodan Milošević, lui aussi dirigeant nationaliste, mais cette fois-ci du côté des Serbes. Milošević voit la Yougoslavie comme un état centralisé réunissant tous les Serbes autour de Belgrade, un sujet de dispute entre Croates et Serbes depuis la nuit des temps. Les Serbes préfèrent un état centralisé pendant que les Croates préfèrent tout ce qui est fédéralisé, car cela leur laisserait plus de liberté. Dans la constitution de la fédération, il est écrit que n'importe quelle république peut se séparer librement, sous condition d'avoir fait un référendum. Il est donc tout naturel que la Croatie en fasse un, qui est remporté à 83%. La Croatie devient donc indépendante, et les Serbes qui se sont installés dans la Krajina et la Slavonie refusent de se soumettre. Car la seule mémoire qu'ils ont eue d'une Croatie indépendante était durant la Seconde Guerre mondiale. Et les différents sujets de tension, et avec le support de Slobodan Milošević, les Serbes déclarent eux aussi leur indépendance, mais cette fois-ci de la Croatie, en se proclamant République serbe de la Krajina. Tudjman cherche à obtenir l'indépendance, et l'objectif de Milošević est un peu confus pour l'instant, mais on y reviendra plus tard. On est en 1991, et la guerre de Croatie commence. Dès le début, les hostilités commencent. Les Serbes de la Krajina épurent les Croates qui y vivent, et les Croates font de même avec les Serbes vivant hors de la Krajina. Le momentum est du côté de l'armée yougoslave, qui est clairement beaucoup plus armée que la nouvelle Croatie. La première bataille importante se trouve à Vukovar, une ville fortifiée sur le bord du Danube. De son côté droit, la Yougoslavie, et de l'autre côté, sur la terre ferme, la Slavonie orientale, en grande partie peuplée de Serbes. La ville est tout simplement submergée de tous les côtés. L'armée serbe compte environ 30 000 soldats lourdement armés qui assiègent la ville. La ville va vite tomber. Ah, attendez. Il a fallu 78 jours pour enfin la faire tomber. Pourtant, la ville a été défendue seulement de 1500 soldats. Qu'est-ce qui explique que l'armée de la Yougoslavie s'est cassé les dents sur cette ville? Premièrement, il faut parler du moral des troupes. Beaucoup de Serbes de Croatie ne voulaient pas participer à la guerre, et par conséquent ne voulaient pas suivre la politique de Belgrade. Le nouveau ministre de la Défense dit, je cite, « Je ne peux pas protéger les Serbes de Croatie du génocide s'ils ne veulent pas se défendre eux-mêmes. Leur place n'est pas en Serbie, mais en Croatie. » Ce qui a aussi affecté le moral des troupes de l'armée yougoslave à cause de l'incombativité de ces mêmes Serbes. Ils devaient se demander l'intérêt de se battre pour une population qui elle ne le veut pas. Comme l'a dit un soldat de l'armée serbe, j'aime la vie et si je dois partir à la guerre, j'aimerais savoir ce pourquoi je vais mourir, pour évaluer quelle est la taille de l'effort que je dois faire. Beaucoup de ces troupes ont commencé elles aussi à déserter en masse. Les réservistes qui devaient s'engager dans l'armée devaient être actifs pendant 45 jours. Vous vous doutez, ce qui s'est passé, c'est que les généraux se sont vus envahir de demandes de retour au domicile des réservistes une fois les 45 jours finis. Encore une fois, un général yougoslave que je vais citer a dit « Le nombre de désertions relativement grandes a mis en péril le succès de certaines opérations », ce qui résume à peu près tout ce que j'ai dit. Deuxièmement, la politique menée par Milošević est extrêmement instable. Il a armé et entraîné des milices paramilitaires qui sont souvent liées à des mouvements d'opposition et qui à long terme voudraient prendre le pouvoir, ce qui pourrait détériorer la situation et dégénérer en guerre civile au sein de la Serbie. Dernièrement, l'armée yougoslave a un certain degré d'autonomie qui lui permet d'agir et en conserve une grosse partie dans la prise de décision. Elle s'appuie totalement sur la Serbie en ce qui concerne les réservistes et les soldats. Ce qui, comme on l'a vu un peu plus tôt, est une affaire compliquée. Milošević et l'armée yougoslave ont une très mauvaise communication sur comment la guerre devrait être menée, ce qui a été prouvé pendant la bataille de Vukovar, qui a résisté 78 jours. De plus, Tudjman accomplit son objectif, avec le premier cessez-le-feu entre la Serbie et la Croatie. Une majorité reconnaissent désormais l'indépendance de la Croatie. Il en clame un nouveau, haut et fort, celui de reconquérir les zones sous contrôle de l'armée serbe et de la Krajina. Autre bataille importante à retenir, c'est celle de Dubrovnik. L'armée yougoslave, composée cette fois-ci de Serbes et plus particulièrement de Monténégrins, assiège cette ville côtière. Cette ville est séparée du reste de la Croatie par la ville de Neum en Bosnie qui était encore en Yougoslavie. Les Serbes assiègent de la même manière que Vukovar. Sur la mer Adriatique, des navires de guerre yougoslaves bloquent l'accès aux navires croates et sur la montagne aux alentours, l'artillerie bombarde l'ancien centre-ville. Dubrovnik a été assiégé pendant 240 jours. Pourquoi faut-il retenir cette bataille? Tout simplement car c'était la plus médiatisée de toutes. Elle a causé l'indignation chez de nombreux dirigeants et peuples, car l'ancienne cité était inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a clairement marqué un tournant de l'opinion publique mondiale sur la guerre. Je mets pause sur la vidéo. Est-ce que vous avez trouvé l'objectif de Milošević?
Il est facile de comprendre quel est l'objectif de l'armée yougoslave, même s'il y a une certaine opposition des idées. Certains pensent qu'il faudrait défaire complètement l'armée croate, d'autres pensent qu'il faudrait garder les positions en Krajina. Mais l'objectif est plutôt visible, c'est de forcer la Croatie à se rendre, alors que Milošević n'a jamais annoncé publiquement quels sont ses objectifs. Même s'il a annoncé le fait d'avoir tous les Serbes en un état, le reste est un peu flou. Décortiquons un peu tout ça. Être vague sur l'objectif, ça lui octroie quoi? Eh ben ça lui octroie une plus grande flexibilité et ça lui permet de quitter la guerre sans accusation par le peuple de défaite. Son réel objectif n'est pas la guerre qu'il est en train de mener en Croatie, mais c'était de maintenir et consolider le pouvoir qu'il avait déjà en Yougoslavie. Il arrive à détourner l'opinion publique en Serbie ainsi que les partis politiques sur la guerre qui est en train de se passer, pour pouvoir garantir son pouvoir en Yougoslavie. La fin de la guerre lui permettra d'avoir le contrôle total de l'armée. Vous comprenez donc que la guerre qu'il mène n'est en aucun cas celle de Croatie, mais une autre, plus profonde, qui est interne. Maintenant que vous avez compris quel est son réel objectif, il est plus facile de comprendre pourquoi certaines décisions ont été prises. Pourquoi l'armée n'a pas avancé plus vite en Croatie, pourquoi il y a eu un tel désordre au sein de l'armée. Tout peut être expliqué par le positionnement de Milošević sur la question. Il devait détourner l'attention du peuple pour pouvoir mieux contrôler les Serbes qui vivaient en Yougoslavie. Le cessez-le-feu entre la Croatie et la Serbie arrête de s'appliquer avec la Bosnie qui vient d'effectuer son référendum d'indépendance, et par conséquent devient indépendante. Elle éclate en 1000 morceaux. Les Serbes, les Croates et les musulmans s'affrontent en Bosnie. Mais le plus important est que l'armée yougoslave, majoritairement composée de Serbes, se voit coupée par la Bosnie du reste de la Krajina. Il est plus difficile en termes de logistique de fournir des armes aux Serbes de la Krajina car ils sont encerclés par l'armée bosniaque et croate. Ainsi, à partir de 1992 jusqu'à 1994, la guerre entre Serbes et Croates se résume principalement en un mot, la Bosnie. La guerre de Croatie étant réduite à une guerre de position entre Serbes et Croates qui désormais avaient des idées nationalistes dirigées vers la Bosnie. Le but était de rattacher les endroits où les Croates étaient majoritaires à la Croatie et de la même manière, les Serbes souhaitaient être rattachés à la Serbie. Le moral de plus en plus bas, seulement 25% des Serbes répondent à l'appel de la guerre ou d'autres désertent le régiment dans lequel ils appartenaient. Un officier yougoslave affirme ceci: 3/4 de mon personnel a fondu, pendant que les Croates arrivaient à réunir de plus en plus de gens pour la défense de leur territoire. Ce qui résulte à une armée croate significativement plus élevée que celle de la Yougoslavie. On parle de 200 000 soldats croates et à partir de 1994, d'une diminution constante de 50 000 soldats du côté serbe. De plus, du côté croate, un accord est trouvé avec les Bosniaques. C'est celui de Washington, en 1994, qui coordonne les attaques croates et bosniaques contre les Serbes, ce qui permet aux Croates de se concentrer désormais que sur l'armée serbe. Mieux organisée avec plus de volonté, des plans sont réalisés pour mettre un terme à la guerre de Croatie. Nous sommes en 1995, la Croatie lance sa première opération, l'opération Éclair, qui a pour but de défaire les Serbes ici en Slavonie. L'armée serbe se fait complètement entourer par des forces motorisées et par des bombardements constants. Cette partie de la Slavonie tombera en seulement 72 heures. Cette opération était une réussite complète pour l'armée de Croatie, mais en plus de ça, le niveau de morale des troupes croates a augmenté car ils étaient sûrs que la guerre allait bientôt se terminer. Même année, la Croatie lance sa seconde opération, l'opération Tempête. Le but est simple, comme pour l'opération Éclair, c'est de défaire l'armée serbe. De la même manière, l'armée serbe se fait totalement entourer au sud de la Krajina, l'armée est mieux organisée, motorisée et en constante communication. Elle prend en chasse dans la totalité de la Krajina l'armée serbe qui tour à tour se voit défaire. Les villes sont libérées tour à tour. En seulement 84 heures, 200 000 Croates armés reprennent Knin et forcent les dirigeants de l'armée serbe de la Krajina à se rendre. Les civils serbes, ayant peur de ce qui pourrait leur arriver, préfèrent quitter la Croatie. Ainsi, 200 000 Serbes deviennent des réfugiés. La plupart arrivent en Serbie pour trouver une meilleure vie. Franjo Tudjman accomplira ses objectifs de guerre. Il accédera à l'indépendance et reprendra le contrôle des territoires qui étaient perdus durant la guerre. Même si l'armée yougoslave sera défaite, Milošević accomplira lui aussi ses objectifs, assurant sa place en tant que dirigeant de la République fédérale de Yougoslavie, ayant un plus grand contrôle sur l'armée yougoslave, qui était, je le rappelle, en grande partie autonome. La guerre est enfin finie, les tensions sont hautes depuis la fin de la guerre et il passe plusieurs années sans que la Serbie et la Croatie n'aient de relations diplomatiques. J'ai une très belle analogie sur les relations serbo-croates depuis la fin de la guerre. C'est le nom que porte la langue qui est parlée. Sous la Yougoslavie, la langue parlée était le serbo-croate. Et puis, après la guerre, il y a eu une véritable scission. Les deux clament que leur langue est différente de celle de l'autre, pourtant elle est très similaire. De ce fait, les Serbes parlent serbe et les Croates parlent croate, pourtant les deux
se comprennent. Aucun ne souhaite partager la langue de l'autre. Plusieurs rapprochements ont été tentés depuis les années 2000. En 2005 est ratifié un document qui promet le respect de la minorité serbe en Croatie et de la minorité croate en Serbie. S'ensuit en 2010 plusieurs visites. La première du président serbe qui visite en Croatie le massacre à Vukovar, puis du président croate qui lui visite le massacre à Polin Dvor de population serbe. Des disputes coexistent encore. L'ampleur est beaucoup plus petite que pendant les années 2000, mais les deux pays doivent mettre leur ego de côté pour pouvoir avancer, comme ça a été fait pour commémorer les victimes de chaque côté.